très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des dirigeants d'entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine la publication des résultats 2025 de Pergy, l'entreprise lyonnaise présidée par David Bufflard, spécialisée dans la distribution de piles et batteries. Elle affiche un niveau d'activité globalement stable, en dépit d'un environnement contraint à 42 600 000 euros, soit un repli infime de 0,6% pour le chiffre d'affaires. Côté résultat, en revanche, situation plus difficile avec un résultat net qui plonge dans le rouge de moins 1,6 million, sous l'effet notamment de 1 800 000 euros de charges non récurrentes. À noter toutefois que la trésorerie a progressé, que les dettes financières reculent. En bourse, EPRG cotait 1,79 € le 22 avril au soir, en repli de 24,5% par rapport au 1er janvier, mais en hausse de plus 6,2% en un an et en chute de 57,6% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Bénédicte Durand-Deloche, PDG d'Alteora. Bonjour. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alteora, ex-Messelec, entreprise ardéchoise, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères, engagée dans une transformation en profondeur avec des enjeux de souveraineté industrielle majeurs. Exactement. Bon, je ne sais pas s'il faut encore repréciser ce qu'on fait, mais rapidement, ce que vous dites, donc on fait de la transformation de matériaux composites pour deux grands secteurs d'activité, le secteur de la construction et puis le secteur, ce qu'on appelle la mobilité, hors automobile, en fait, grande série. Voilà, ça, c'est nos deux grandes dominantes. On va faire de la pièce technique, la pièce de structure, en fait, qui très souvent va permettre de protéger des fonctions. Alors, on va rappeler quelques éléments clés, le nombre de sites industriels, les produits que vous fabriquez, vous l'avez un peu évoqué. Donc aujourd'hui, 5 sites dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un peu moins de 250 collaborateurs, puisque le fameux seuil de PME qui est important pour moi. Et puis les produits qu'on va fabriquer. Évidemment, iconique, on a les toits des colonnes Maurice de la ville de Paris. Donc là, on est vraiment sur un environnement de protection. Toute la partie de coffrets de comptage, électricité, gaz, on va retrouver des coffrets avec des compteurs Linky, par exemple. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de l'entreprise. Et puis, de plus en plus, des pièces dans le ferroviaire, les tablettes dans le TGV, les sièges, les contours de fenêtres, des pièces à la voie, etc. On-road, off-road, on va retrouver des pièces du groupe un petit peu partout. Composite, thermoplastique et application de peinture industrielle. Alors, on en vient au résultat 2025 d'Alteora. Et tout d'abord, le chiffre d'affaires, un recul de 7%. Un point bas, dites-vous, la faute à quoi? L'environnement macroéconomique et géopolitique? Non, parce que je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas une question de faute, c'est une question de contexte et de conjoncture. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires 2025 est arrêté à 34,2 millions, en recul de 7% par rapport à l'année précédente. Il est clair que la construction aujourd'hui pèse encore dans le business model du groupe Alteora. Néanmoins, la partie industrie-mobilité, qui est vraiment notre cap stratégique, a dépassé pour la première fois les 50%. Oui, avant, donc voilà, c'était l'inverse. Exactement. Donc on voit vraiment ce point de flexion et ce point de transition sur lequel j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est en recul lié au marché de la construction et puis au temps de développement de ces nouveaux marchés. Néanmoins, l'ensemble des nouveaux marchés et la dynamique commerciale dans laquelle on est du chiffre d'affaires incrémental systématiquement. Donc, ce qui veut dire en fait que la trajectoire est bonne. Et c'est pour ça que je parle de point bas, puisqu'aujourd'hui, on a un pipeline commercial et de projets en fait qui est très positif. Alors, activité en recul, donc marge affectée. L'EBITDA est presque divisé par 2. Et puis, le résultat net plonge un peu plus dans le rouge, moins de 2 400 000 euros. Oui, forcément, à un moment donné, on a une structure de coûts fixes qu'on a quand même continué à travailler. On continue d'abaisser notre point mort année après année. Ce qui est important, et on le verra bien dans le rapport annuel donc qu'on diffuse la semaine prochaine, donc avant le 30 avril, date deadline fatidique obligatoire, la marge contributive est bonne. C'est vraiment aussi un ratio sur lequel on insiste beaucoup, elle est stable. Donc ça veut dire aussi qu'on maîtrise nos coûts, on maîtrise notre structure. On est extrêmement prudent, évidemment, sur les effectifs, sur les dépenses, sur les CAPEX et l'ensemble des investissements, parce qu'on a fait le choix aussi de protéger notre trésorerie. Donc ça, c'est aussi des éléments importants. Donc évidemment, je vous encourage à lire notre rapport annuel, même si pas grand monde le lit, c'est pas grave. Alors, ce que vous dites, oui, donc raison de plus, et vous l'avez expliqué, pour accélérer la transformation de votre modèle, être moins dépendant de la construction et plus tourné vers les secteurs porteurs. C'est clair. Aujourd'hui, la construction, on le sait tous, est cyclique. Et puis, d'un point de vue un peu plus global et un peu plus macro, de toute façon, on enchaîne les crises. Donc, il faut, nous, qu'on garde une diversité, puisqu'on ne peut pas se permettre, en fait, d'être monosecteur d'activité. Et puis, on voit aussi que ça nous permet d'accéder à des marchés à plus haute valeur ajoutée. Vous avez cité la défense, un petit peu d'aéronautique aussi. Alors, ça reste marginal, somme toute, dans notre activité, mais c'est quand même contributif. Et puis après, c'est vraiment tout ce qui va être mobilité,
ferroviaire, on-road, et puis tout ce qui est engin spécifique, où là, la proposition composite d'une manière générale, avec des pièces, avec des intégrations de fonctions, en fait, on voit qu'on a une vraie carte à jouer là-dessus, parce qu'en fait, on est en capacité de proposer des pièces fabriquées localement. Donc, quand je dis localement, c'est France, Europe, mais avec un modèle qui est compétitif, avec de l'intégration de techniques, de technologies. Et ça, en fait, ça nous permet vraiment de nous différencier. On a un parc industriel qui est vraiment aujourd'hui très important et qui nous permet de satisfaire une demande beaucoup plus importante que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, donc être au cœur des enjeux de souveraineté, c'est une chance pour vous. Tout ce qui est relocalisation, nouveaux usages, il y a une demande croissante et vous êtes bien positionné pour y répondre. Et je le dis depuis le départ, depuis que j'ai rejoint le groupe et depuis que j'ai repris les rênes de l'entreprise. Il y a quelques années déjà. Oui, bon, merci Jean-Pierre. Il y a quelques années, tout à fait. Mais en tout cas, je suis convaincue que les notions de souveraineté industrielle sont extrêmement importantes. Et puis surtout, en fait, qu'on a une carte à jouer, qu'on a un outil industriel, qu'on a un savoir-faire. Voilà, j'ai des collaborateurs qui maîtrisent des process, qui ont un marché. La taille de notre marché est extrêmement importante. Donc aujourd'hui, on a un super terrain de jeu et on le voit qu'on a concrétisé beaucoup de choses sur l'année 2025, qu'on continue en ce début d'année 2026. Et quand Emmanuel Macron dit qu'il faut pouvoir aller plus vite sur les investissements industriels, vous buvez du petit lait? Je lui ai susurré. Non, mais bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Et surtout plus vite. Voilà, plus vite. Oui, c'est la fameuse, comment il dit, les projets Notre-Dame, quoi. Enfin, oui, voilà, les projets de cathédrale, en tout cas. Mais, voilà, mais ne pas être prisonnier de délais à n'en plus finir. De délais administratifs, de délais réglementaires, de contraintes, parce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'être industriel en France, c'est quand même compliqué, c'est complexe, on a beaucoup de barrières. Néanmoins, nous, on a toujours été clairs sur le fait qu'une industrie forte, et notre industrie, elle est forte. Alors, donc vous êtes prêt pour répondre à la demande quand l'activité va repartir et vous évoquez donc des signes tangibles et déjà de nouveaux contrats signés. Oui, nouveaux contrats. Alors, j'ai des clauses de confidentialité, donc bien évidemment, je ne peux pas citer mes clients, même si je vous les ai donnés, parce que quelque part, quand je parle de ferroviaire, en Europe, de toute façon, ça va quand même se limiter assez rapidement et on va vite trouver les noms, en sachant qu'on travaille globalement avec tous. Donc ça, voilà. Mais oui, on a des vrais signaux de reprise. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on est en capacité d'attendre une reprise de la construction qui peut se décaler, puisqu'on sait que année électorale cette année, année électorale présidentielle l'année prochaine, c'est historiquement des années qui ne sont pas bonnes dans le bâtiment, quand bien même le bâtiment, de toute façon, repartira à un moment donné. Et on compte dessus, évidemment, dans notre business plan. Pourquoi ? Parce qu'on a un déficit de logement déjà de toute façon. Donc on sait qu'à un moment donné, ça va repartir et on sera prêt. Voilà, notre outil industriel est prêt, nos équipes sont prêtes. Voilà, donc aujourd'hui, on est là. Et vous dites d'ores et déjà qu'à date, il y a plus de projets signés que l'an dernier à pareille époque. Complètement, tout à fait. Le pipeline est positif. D'une vingtaine de nouveaux outillages développés. Oui, tout à fait. Et puis on a dans le pipe une vingtaine de millions de projets. Alors après, il faut transformer, mais on a des taux de transformation qui sont aussi en augmentation. Donc oui, tout à fait. Voilà. Dynamique positive. Voilà. On rappelle votre plan stratégique, Confluence 2030, atteindre 10% d'EBITDA. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire. Quand on dépasse un certain niveau de chiffre d'affaires, on fait plus de 10% d'EBITDA. Donc c'est pour ça qu'on est aussi confiant sur ce niveau d'EBITDA. On parle plus de chiffre d'affaires, mais néanmoins, l'objectif, c'est quand même rapidement de faire 5 millions d'euros d'EBITDA parce que ça permet derrière d'avoir des capacités de financement, des capacités d'investissement qui permettent d'exécuter le plan stratégique qui sont évidemment plus conformes à une entreprise industrielle. Voilà, donc investir dans les leviers de croissance, tenir les coûts, vous l'avez évoqué. Ça, on le fait depuis quelques années, de toute façon, et c'est absolument indispensable. Diversification sectorielle. On voit la rigueur budgétaire sur les résultats 2025, quand bien même ils ne sont évidemment pas satisfaisants. On voit quand même une rigueur et une maîtrise budgétaire néanmoins. Et l'endettement qui serait diminué. Et le désendettement, tout à fait. On est en fin de PGE au 30 juin, donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. On a réduit l'endettement net de un peu plus d'1 million d'euros en 2025. Voilà, ce qui fait qu'au fur et à mesure, en sachant qu'on avait un pic en 2025 de charges d'amortissement, de dotation aux amortissements et d'endettement. Donc voilà, les meilleures années sont devant nous. Voilà, vous parlez de diversification sectorielle, vous parlez aussi d'agilité commerciale, c'est-à-dire que nouveaux secteurs, etc. Mais il faut aussi... Puis nouvelle manière de s'adresser. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle encore de Messelec. Messelec fait partie du groupe de notre histoire, mais c'est vrai qu'avec Alteora, c'est aussi une présentation d'une proposition de valeur qui est complète, qui est vraiment en adéquation en fait avec le marché, puisqu'aujourd'hui, on est en capacité de proposer des pièces grand format, complexes, fabriquées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec du parachèvement, de l'intégration de fonctions, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie proposition de valeur.
Très bien. Pour finir, Bénédicte Durand-Deloche, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au 22 avril, vous cotiez environ 50 centimes d'euros. Un gain de 1,2% par rapport au 1er janvier, de 52% en un an. Bon, sur 5 ans, c'est encore moins 73,6%. Mais on dépasse le small CAC. Voilà. Pour une fois, le CAC Small, pour une fois, sur l'année 2025. On est meilleur que le marché. Ça va venir sur le long terme. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Bénédicte Durand-Deloche, PDG d'Alteora, d'être venue dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Alteora et toutes les valeurs régionales sur le site live.ronex.com. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de semaine pour une autre émission. Merci, au revoir.